Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire où j'accueille Benoît Fernandez-Riou pour donc sur un sujet que l'on a titré "L'été sera-t-il chaud pour les devises?". Donc on va voir un peu ce qui a bougé, qui a influencé les devises ces derniers mois et quelles perspectives on peut en tirer un petit peu sur cet été. Donc Benoît, si tu veux dire un petit mot déjà à nos internautes. Oui, bien bonjour à Alain et à toutes et à tous qui donc suivaient ce webinaire pour des perspectives en quelque part sur l'été à venir. Donc c'est un ordre de grandeur sur les 2 mois, maximum 3 mois à venir pour les paires majeures, donc sur les devises, que nous allons voir ensemble pendant cette petite heure de webinaire. Donc là, vous avez le sujet, les sujets en fait qui nous préoccupent. On a des risques et des opportunités pour cet été. Alors, comme vous le savez, à moins d'être sur une île Une autre planète, déserte, ouais, une autre planète, on est depuis mars-avril en fait dans une guerre commerciale initiée par les États-Unis, donc l'administration Trump. Donc c'est un peu les USA contre le reste du monde. Alors on a mis Chine, Europe, mais même pas que, puisqu'on a également les voisins des USA qui sont impliqués. Ça a même commencé avec le Canada, avec le Mexique évidemment, mais pas que, la Chine aussi. La Chine qui est quand même la première visée, et puis l'Europe avec ce que donc Donald Trump a déclaré encore il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques heures sur la chaîne Fox News, que l'Europe était également dans son viseur et que l'Europe, même si on était plus petit, eh bien, on devait quand même faire cette guerre commerciale, enfin, d'un point de vue des États-Unis, avec le vieux continent. Donc, on est également totalement impliqué sur cette partie-là aussi. Donc, on va en parler avec tout à fait. Alain. Alors, cette fameuse guerre commerciale qui a mis un petit peu à mal nos anticipations que l'on faisait précédemment il y a 3-4 mois, puisque au moment du salon de l'analyse technique, on avait été invité à un débat où, avec les données de l'époque, on pourra en reparler maintenant avec les graphiques un peu plus tard, mais où avec les données de l'époque, on voyait plutôt une orientation favorable pour l'euro-dollar, et effectivement, on n'était pas non plus tout à fait dans le secret de Donald Trump. Et bon, maintenant, on verra que même s'il a lancé sa guerre commerciale et si effectivement ça a eu un impact immédiat sur la parité euro-dollar, on verra que quelqu'un qui fait de l'analyse technique avait un seuil très net où il y avait lieu de considérer que le scénario n'était plus valide. Et c'est toujours l'intérêt, lorsque l'on fait des scénarios d'analyse technique, de bien donner une limite de validité à ce que l'on anticipe. Donc, on va parler, comme Benoît l'a dit, de cette guerre commerciale. On va parler dans ce webinaire de la situation politique européenne, donc qui, bien sûr, depuis mars, on a eu des élections en Italie qui sont venues un petit peu bouleverser, enfin amplifier, on pourrait presque dire, une tendance de fond quand même, parce que hormis en France, que ce soit l'Allemagne ou l'Italie ou l'Angleterre, donc la tendance est quand même assez forte pour les eurosceptiques, pour rester politiquement correct. Et même avec, donc c'est la Hongrie qui va prendre la direction de l'Europe d'une certaine manière symbolique, un petit peu pour 6 mois, mais voilà, on connaît le gouvernement hongrois et donc c'est pas non plus très c'est pas très en faveur de la construction actuelle de l'Europe. Et on parlera également, comme vous le voyez sur cette diapositive, donc de tout ce qui est gestion par les banques centrales de tout ce qui se passe. Parce que, comme me faisait remarquer Benoît tout à l'heure, habituellement, on a toujours tendance à mettre en premier lieu les banques centrales, mais si on a choisi de mettre dans l'ordre que vous avez à l'écran actuellement, dans cet ordre-là, c'est un petit peu parce que les banques centrales subissent quelque part cette guerre commerciale et cette situation politique qu'ils n'avaient pas, elles non plus, forcément anticipé de la même manière et où elles vont peut-être devoir réagir à cette situation et ça peut contrecarrer un petit peu… c'est l'Autriche, pardon, excusez-moi, merci, c'est bien d'avoir des commentaires, non, c'est pas la Hongrie, c'est l'Autriche, autant pour moi, mais ça n'en demeure pas moins que c'est pas très pro-européen, le gouvernement autrichien. Donc voilà. Donc Benoît
Benoît, si sur cette diapositive, tu veux encore dire un petit mot avant qu'on passe peut-être au graphique. Oui, je vais d'abord revenir sur ce que tu disais. Le précédent point que nous avions fait ensemble était aux alentours de la fin de l'hiver, début du printemps, vers mars, et on était effectivement plutôt haussier, d'ailleurs, comme pas mal de gérants et d'analystes sur l'euro-dollar. Au moins pour du 1,28, en cassant la grande oblique qui existe depuis les subprimes. On peut même peut-être afficher le graphique. Vous voyez cette grande oblique qui a été touchée par initialement donc en 2008 et puis pour une première fois ensuite, enfin une seconde fois, et bien en 2011 et puis en 2013-2014 pour un nouveau point. Et là, on est sur le dièse 3, en fait, cette troisième réplique à partir du point initial. Et à l'époque, effectivement, nous pensions, moi le premier, que cette oblique allait céder parce que toute zone de résistance à un moment doit céder, techniquement, ou toute zone de support doit lâcher aussi. À un moment, les choses vivant de leur belle vie laissent passer, passent à autre chose. Les cours devaient donc aller vers des plus hauts. En tout cas, on n'était pas dans cette guerre commerciale à l'époque, donc on avait une reprise de l'économie au niveau européen. La reprise économique américaine était déjà bien mature, effectivement. Et on avait cette idée de remontée des taux en Europe qui allait emboîter le pas finalement aux États-Unis. Alors, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, et du coup, les objectifs ambitieux des 1,30, voire au-delà, ne sont pas réalisés. On prend notre perte, c'est le trading, ça arrive, c'est comme ça. Alors, pour autant, voilà, la situation désormais est donc avec deux grandes données supplémentaires par rapport à avant, qui ont fait baisser finalement cet euro-dollar. On a la situation européenne, évidemment, donc en faveur d'une baisse, à la faveur d'une baisse de l'euro, puisque on a vu ce qui s'est passé en Italie, une élection à surprise, une coalition en plus qui finalement a pris le pouvoir entre une extrême gauche, entre guillemets, une extrême droite qui est improbable, mais qui de fait maintenant est là. Avec des incertitudes donc sur l'Italie qui ont suivi des incertitudes que les analystes et les opérateurs avaient en tête par rapport à ce qui s'est passé au Portugal, ce qui s'est passé en Espagne, ce qui s'est passé en Grèce. Donc voilà, l'Italie, c'est son tour désormais. Alors, on l'a un petit peu oublié parce que maintenant, on est en train de passer à un autre pays qui est l'Allemagne, depuis une semaine, mais c'est vrai que le problème italien n'est toujours pas réglé. À la faveur de cette dégringolade de l'euro, c'est initialement quand même ce qui s'est passé en Italie d'un point de vue baisse de l'euro. Et le deuxième élément est d'un point de vue dollar. À l'époque, on avait l'administration Trump qui ouvertement indiquait que le dollar devait être déprécié pour favoriser les exportations américaines. Il y a eu un changement de braquet. Désormais, on n'est plus sur ce discours-là. En tout cas, officiellement, en tout cas, on ne l'entend plus. Et désormais, l'administration Trump est plutôt sur un renforcement de ce qu'on appelle les tarifs, c'est-à-dire les droits de douane sur le commerce international, les droits de douane à l'import au niveau américain. Alors cela ne veut pas dire que la dépréciation du dollar n'est pas toujours dans les tuyaux, c'est un outil comme un autre, c'est un outil que, à mon avis, l'administration se réserve peut-être pour plus tard, si jamais la tactique sur les tarifs n'aboutit pas ou aboutit à peu de choses. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est le sujet des droits de douane, et ce sujet est en train de s'amplifier dans une escalade où l'Europe, comme on l'a dit, est désormais impliquée et désormais réplique à cette implication. Alors, il y a une petite réplique la semaine dernière, mais cette semaine, et là, depuis quelques heures, on annonce même un montant de réplique de l'ordre de 300 milliards de dollars, ce qui est quand même qui commence à compter en quelque part par rapport au commerce. Quelque part, ça nous change un petit peu
des petites mesurettes qui étaient prises sur le plan commercial quand il y avait les Chinois qui nous embêtaient avec des panneaux photovoltaïques ou autre chose. Hein, je veux dire, c'était des petites mesurettes qui étaient prises. Là, aujourd'hui, je pense que tout le monde a pris la mesure du coup de Donald Trump, de sa manière d'agir désormais, une manière d'agir beaucoup plus en businessman où il va pousser dans les retranchements. Et souvenez-vous, il y a quelques mois en arrière, on pensait presque la Troisième Guerre mondiale déclenchée avec la Corée du Nord. Et puis, coup de théâtre, après, ils vont tous boire un coup ensemble à Singapour et tout va bien. Donc, vous voyez, la politique de Donald Trump, enfin, là, une manière d'agir de Donald Trump, c'est vraiment en businessman, c'est-à-dire au début, je veux obtenir quelque chose absolument. Exemple, je veux absolument mon mur, donc je vais faire pleurer dans les chaumières en martyrisant les petits-enfants de migrants et tout, en les séparant des parents, pour que le Congrès ou le Sénat me vote mon petit mur, parce que je promis à mes électeurs ce mur contre le Mexique. Donc il faut bien comprendre, il faut bien décortiquer comment agit Donald Trump. Et je pense qu'aujourd'hui, les Européens, il n'y a pas que moi qui fais ce commentaire, les Européens ont compris qu'il fallait arrêter de rester dans la demi-mesure et qu'il fallait rétorquer à armes égales, on pourrait presque dire. Et oui, c'est tout à fait ça. Enfin, je te coupe, mais c'est vrai que c'est ce que tu dis. Les Européens, comme tous les acteurs économiques, on raisonne en dynamique et donc apprennent finalement. Et finalement, Donald Trump, souvenez-vous initialement, tous les analystes en Europe notamment, quand Donald Trump a été élu il y a désormais quasiment 2 ans, enfin c'est un fou. Un petit peu moins, c'était un fou effectivement, mais en plus c'était ne vous inquiétez pas, il ne pourra rien faire, c'est pas lui qui décide, etc. Aujourd'hui, on a bien compris que c'est non seulement pas un fou, sur la forme, il est peut-être extravagant, il est peut-être un petit peu extrême, mais sur le fond, en tout cas, il sait, en quelque part, comme tu disais, où il veut aller, quel est l'objectif à atteindre. Et de plus, ce fameux mythe comme quoi le président n'a aucun pouvoir, ce n'est pas lui, c'est uniquement les lobbies qui dirigent aux États-Unis la politique, eh bien, est tombé de fait aussi, puisqu'on voit bien que finalement, il est en train de mettre en place petit à petit tout ce qu'il avait promis. Alors, ce qu'il faut comprendre, voilà, en tout cas une grande partie. Pour parler de politique américaine un petit peu, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le précédent législature, c'était Obama, comme tout le monde le sait, et durant les 8 ans d'Obama, il n'y a jamais eu véritablement le président qui avait le plein pouvoir. Donc, il ne pouvait pas faire passer toutes ces lois, notamment la plus symbolique d'entre elles, l'Obamacare, là, qui voulait faire passer. Donc, il a toujours dû elle est passée quand même. Elle est passée quand même, mais au forceps. Mais ce qu'a beaucoup fait Obama, c'est qu'il a fait il a signé que je dise pas de bêtises, des décrets. Il a signé énormément de décrets. Et comme ce ne sont pas des traités, là on a parlé récemment, voilà, on sort de tel ou tel engagement d'Obama, mais c'était juste des traités qui n'étaient pas passés devant le Parlement. Et il a beau jeu, quelque part, Donald Trump, de déchirer ses bouts de papier en montrant que ça ne valait rien, quelque part, parce que ça n'a pas passé devant. Donc, c'est en cela qu'effectivement, Donald Trump a du pouvoir, je pense, pour tout ce que Obama n'a pas eu comme pouvoir, quelque part, puisqu'il peut très facilement détricoter ce qui a été précédemment fait. Oui, d'une part, et c'est vrai que, à la différence d'Obama, l'administration Trump a derrière, finalement, le Congrès, une majorité au Congrès. Donc il y a moins de compromis à faire, de débats à faire, les choses passent plus facilement. C'est ce qui explique que la mesure phare, notamment sur les impôts, qui n'est pas du tout symbolique, puisque ça a ramené des centaines de milliards aux États-Unis, cette affaire-là, donc c'est pas du tout symbolique et c'est très majoritairement passé pour le coup au Congrès, puisqu'effectivement il y avait ça. Pour en revenir sur un plan technique, avant, j'avais un petit mot que j'ai pas dit sur le plan technique tout à l'heure, en disant que j'étais comme Benoît au mois de mars également haussier, mais ma limite de validité à mon scénario, c'était pas d'être coûte que coûte, de dire de toute façon l'euro-dollar va monter jusqu'au ciel, quoi qu'il arrive. C'est toujours dans un scénario technique donner quand même une limitation, enfin une zone d'invalidité à un scénario. Ma zone d'invalidité était tout à fait matérialisée parce que j'ai mis ici sur cette diapositive pas d'inversion de polarité. C'est-à-dire que ce qui a été très important sur l'euro-dollar, ça a été en 2017, donc la sortie brutale, rapide du range 1,05-1,15. On avait suivi à ce niveau-là, je pense que vous devez voir ma souris, suite
à cette sortie brutale du range, on a eu ce qu'on appelle un retour sur cassure. Et le fait d'avoir redébordé ensuite le précédent plus haut, on se situait ici au mois de mars, donc on pouvait tout à fait considérer d'être dans une dynamique haussière à moyen terme, et que tant que ce niveau que j'ai matérialisé ici, tant que ce top n'était pas enfoncé, il y avait tout lieu de rester confiant sur l'orientation. Alors, à ce moment-là, il y a eu simultanément cassure, et quand on a une violente cassure, comme on voit ici, deux grandes bougies rouges, ce sont des bougies hebdomadaires, deux énormes bougies. La première qui nous fait quitter quelque part la zone de congestion qu'on a connue précédemment, et deux bougies d'accélération. Il suffisait de regarder l'actualité, ce qui motivait cela. Donc, on avait une double raison de ne plus penser que l'euro-dollar allait poursuivre sa hausse. C'était la double raison, à la fois fondamentale et technique. Technique, il n'y a pas de réaction haussière, il n'y a même pas un arrêt, ne serait-ce qu'une ou 2 semaines sur ce niveau pourtant clé. On enfonce et on revient brutalement sur les 1,15. Donc, je dirais, sans trop anticiper de ce que je pourrais voir sur l'euro-dollar, pour ma part, je dirais, effectivement, maintenant, on revient sur les 1,15. Donc, c'est à nouveau une zone technique ultra, ultra importante. Alors, certes, on y revient brutalement et on n'est plus dans la dynamique haussière 2017-2018. Donc, en revenant ici, Benoît va forcément vous donner son scénario, donc je vous le laisse parce que j'ai pas strictement le même, mais effectivement, on va être d'accord, je pense, tous les deux, pour donner une certaine importance à la fois à ce niveau des 1,15 et à cet autre niveau qui a été ce top de 2017. Donc, je te laisse peut-être suivre. Oui, alors, je reviens juste, mais Ah oui, sur le fondamental avant. non, pas sur le fondamental, sur ce que tu disais. Nous étions en mars et nous avions ici effectivement une sorte de consolidation en triangle avec un mât qui provenait des 1,15, qui avait touché les 1,25 en gros, hein, et on était dans une zone de consolidation. Donc, normalement, une figure de continuation d'un point de vue technique, et ce sont des probabilités, mais comme toute probabilité, on a une part Le 100% n'existe pas. Voilà, le 100% n'existant pas, on a une part d'invalidation, et là c'est totalement ce qui s'est passé avec, comme tu le rappelais, les deux grandes figures hebdo, voilà, à la faveur notamment de ce début de guerre commerciale enclenchée. Ça a été dans ce sens. On avait des stops sous les 1,20 de toute façon, ça sans souci. Donc là, l'invalidation, elle est flagrante. On prend notre perte et on passe à autre chose. Aujourd'hui, donc les niveaux sont, si on reprend le passé récent, hein, donc à partir de ce grand canal, effectivement, enfin passé récent au sens, on est sur une vision à 2-3 mois à venir, on va reprendre évidemment quand même pas mal de recul. On n'est pas sur les quelques séances précédentes, mais on est bien sur au moins une année précédente, et on voit bien qu'un changement de paradigme se fait au moment où on est sur les 1,05 et on remonte vers les 1,20. Et à ce moment-là, ce pullback vers 1,15 nous donne les bornes du terrain de jeu avec ce fameux 1,25. Donc on est sur 1,05, 1,15, 1,20, 1,25. Voilà pour les grandes lignes. Et on pourrait citer évidemment un 10 par principe, parce que c'est un petit peu le maillon qui manque. Mais pour l'instant, les indices, c'est plus par principe qu'autre chose. Donc, je répète, 1,05, 1,15, 1,20, 1,25. On vient d'un 25, on est redescendu directement, effectivement, sur les 1,15. Et comme vous pouvez le constater, cela nous donne une figure de potentiel, en tout cas, de épaule, tête, et puis peut-être éventuellement voilà, une autre épaule à venir. Et avec ce que je vous ai dit, tout est un petit peu déjà donné en matière de borne, c'est-à-dire que la ligne de coup se fait sur en gros les 1,15, et la seconde épaule qui reste à faire, hein, évidemment, donc c'est une hypothèse, pourrait nous ramener vers les 1,20, peut-être 1,21, mais en tout cas vers les 1,20. Alors moi, je pense que ce qui nous départagera peut-être avec Benoît, c'est, on serait presque tous les deux d'accord, je pense, pour dire que ce serait susceptible de désormais rebondir en direction d'un 20, peut-être un tout petit peu plus, mais pas beaucoup. Et c'est autour de ces 1,20 que il y a deux scénarios qui peuvent se présenter. Ou l'épaule tête épaule, c'est-à-dire un retour sur un 15, et auquel cas
une figure qui serait, on va dire, mondialement commentée, je pense, et mondialement vue, et qui pourrait avoir, comme disait Benoît tout à l'heure, un effet d'amplification si elle venait à se réaliser. Maintenant, il ne faut pas oublier alors pas celle-ci, pardon, je remonte d'un cran, je reviens sur l'unité de temps mensuelle. Il ne faut pas oublier, effectivement, pour moi, le fait qu'il y a cette grande dynamique baissière, là que j'ai matérialisé avec les 3 points d'impact, et qu'effectivement, suivant le temps qu'on va remettre à remonter autour des 1,20, on voit qu'en remontant sur les 1,20, on se réapproche de nouveau de la fameuse trendline baissière. Et ce qu'on disait tous les deux tout à l'heure, c'est qu'au plus un support est travaillé ou au plus une résistance est travaillée, au plus ces niveaux se fragilisent. Et il y a fort à parier qu'un nouvel impact de cette zone provoquerait une accélération et donc un changement assez important d'orientation long terme pour le coup de l'euro-dollar. Maintenant, c'est vrai que par ailleurs, avec les données actuelles que l'on peut analyser de guerre commerciale, de politique européenne et autres, on aurait plutôt tendance à être pessimiste, mais on était tellement optimiste, on va dire, au mois de mars, que l'on s'est trompé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être pessimiste aujourd'hui. Simplement, ce qu'on s'accorde aussi à dire, c'est que c'est souvent lorsque l'Europe est dos au mur, qu'elle est complètement, on a l'impression qu'elle ne va pas s'en sortir, c'est là qu'elle fait preuve un peu comme au football, quand on est mené 2-1 et qu'on gagne 4-3 au final, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là que, bien souvent, il y a des avancées européennes qui peuvent intervenir. C'est jamais quand tout va bien. Si tout va bien dans tous les pays, on a plutôt tendance, effectivement, à se regarder nous-mêmes et à vouloir, mais quand tout le monde va mal, ou du moins que des, entre guillemets, des grands méchants, pour pas dire autre chose, sont identifiés, ben on a peut-être envie, quelque part, de s'unir contre eux. Donc, on ne peut pas savoir. Il va falloir quand même suivre ce qui va se passer. Simplement, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir ces niveaux précis. J'ai rajouté ici un 3e graphique sur l'euro-dollar. Cette fois-ci, on est en graphique journalier depuis le mois de mars. Donc, on voit bien 3 phases. Une phase, tout d'abord, on était dans une sorte de latéralisation. C'était le moment où on faisait cette fameuse consolidation et où on s'attendait à ce que ça puisse repartir à la hausse. Et il y a eu cette seconde phase, donc on pourrait dire en 3 temps, mais assez brutale quand même, d'un passage des 1,24 à 1,25 jusqu'au 1,15. Et depuis, grosso modo, le tout début juin, on s'aperçoit qu'on est maintenant dans une zone de congestion, de resserrement de la volatilité, je dirais, et forcément, vu la forme du triangle, on pourrait presque penser que ça va sortir à la baisse, mais dans tous les cas de figure, ce que l'on peut être quasi certain, c'est qu'on va en sortir quelque part, parce que les bornes se resserrant tellement, fatalement, la sortie en est d'autant plus facile. Donc, il va falloir certainement être très attentif. Et c'est pour ça qu'on a un peu titré l'été de tous les dangers, enfin, où l'été sera-t-il chaud, dans le sens où c'est souvent en été, durant des moments où la volatilité, enfin, où la liquidité peut être beaucoup plus faible, pour la bonne et simple raison qu'une majorité d'opérateurs peuvent aussi prendre des vacances. Donc, de fait, il y a moins d'activité sur les marchés, donc il y a moins de liquidité, et ça peut engendrer plus facilement plus de volatilité. Donc, attention à des décisions qui seraient prises, ou à des communiqués, là on n'est plus tellement dans la décision, mais dans des annonces qui pourraient être faites dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc c'est très bien, effectivement, comme l'a dit Benoît tout à l'heure, de donner des indications au jour le jour, mais de bien intégrer tout ça et d'avoir à l'esprit où on se situe et de bien avoir en tête les niveaux clés qu'on a précédemment cités pour justement pouvoir tirer rapidement des conclusions si on déborde ces niveaux. Alors, là, il y avait 3 diapositives. Je vais maintenant juste mettre la plateforme pour qu'on puisse parler. Alors, redonner peut-être la parole à Benoît. Je sais toujours rendre à César ce qui appartient à César. Benoît a été l'un des rares sur le site Univers Bourse à très exactement et très justement pronostiquer l'issue du Brexit. Il faut quand même dire qu'à l'époque, on avait vraiment une très, très, très grande majorité des commentateurs, des opérateurs, voire des gens qui faisaient des paris en Angleterre, qui pariaient
effectivement sur l'inverse de ce qui s'est produit. Et la volatilité de cette fameuse bougie ici hebdomadaire du Brexit montrait que dans un premier temps, dans un premier démarrage, on a cru donc qu'il n'y aurait pas le Brexit et on était parti à la hausse. On poursuivait un peu la dynamique de reprise et ensuite il y a eu cette grosse volatilité. Et puis maintenant, je vais laisser un peu à Benoît commenter. J'aime bien l'écouter sur la partie donc du Brexit et surtout sur ce que l'on peut maintenant viser d'ici, je crois que c'est le mois de mars l'année prochaine, maintenant que l'échéance finale. Oui, alors en fait, il reste un an et ça sera encore certainement, enfin, nous verrons bien, mais on va manquer de temps, à mon avis, pour finaliser ce Brexit. Donc, les discussions pourraient être sur des grandes directions et puis sur les petits détails, encore avoir un délai supplémentaire. Bon, ça, c'est pour l'avenir très long terme. Maintenant, pour revenir sur l'été, sur GBP, sur la livre sterling, effectivement, comme vous pouvez le constater, ce qui s'est passé, c'est que nous sommes, après le Brexit, après cette fameuse bougie hebdo assez significative, voilà, qui est ici, dont parlait Alain, après une dépréciation quasi instantanée donc, de la livre suite au résultat du vote, eh bien, on a eu une première phase de consolidation et puis une poursuite de la baisse, emmenant vers des plus bas donc cette paire GBP, là pour le coup contre le dollar américain, mais on peut retrouver le GBP face à tout un panier de devises qui subit à peu près le même effet de dépréciation. Donc c'était soi-disant la fin du monde après le Brexit, et cette fin du monde n'a eu qu'une seule conséquence concrète, c'est effectivement une baisse accrue, rapide, instantanée, donc une dépréciation, une dévaluation quasiment de la livre. Passer ces délais, et à la faveur finalement d'un GBP un peu déprécié, les exportations eh bien, sont trouvées que meilleures au niveau du Royaume-Uni. Et résultat, les chiffres ont été meilleurs, en tout cas qu'anticipés. Dit autrement, ça n'a pas été du tout la fin du monde d'un point de vue macroéconomique pour UK. On avait des bons chiffres de croissance, des bons chiffres, même très bons chiffres du chômage, hein, en regard aux économies comparables comme la France ou d'autres. Et on avait sur ce pays, eh bien finalement, à part l'inflation, des indicateurs avancés qui étaient meilleurs, en tout cas, que ce que les anticipations catastrophiques pouvaient laisser présager. Et résultat, petit à petit, voilà, c'est ce que l'on vous montre avec ce petit canal vert, petit à petit, le GDP s'est repris pour retrouver à terme eh bien, la ligne bleue qui est finalement le niveau de départ, peu ou prou. Ça a amplifié un petit peu le mouvement. Ben, GBP s'est retrouvé un petit peu mal à partie pour sortir de ce canal. Vous voyez, l'oblique de support eh bien, désormais est cassé et on va sur autre chose. Donc en fait, il y a eu trois grands temps, c'est-à-dire le temps de la dépréciation dans un premier temps jusqu'à début 2017, puis un temps pendant quasiment un an en fait de reprise à la faveur de bons résultats économiques au niveau de UK, en tout cas meilleur qu'anticipé, meilleur que prévu, et en tout cas à l'inverse de ce que pronostiquaient entre guillemets les analystes entre guillemets oiseaux de malheur qui pensaient qu'après un Brexit, forcément UK ne s'en sortirait pas. Donc UK s'en est sorti. Et là, désormais, on est sur des chiffres macroéconomiques qui sont plutôt moins en phase avec ce qui est anticipé. Et en plus, on a cette guerre commerciale, et en plus, on a des problèmes au niveau européen. Donc peut-être une négociation pas forcément sereine
pour cette sortie négociée du Brexit. Dit autrement, des facteurs qui font que GBP, après être revenu à des niveaux de 1,44, 1,45 quasiment, eh bien, aujourd'hui part sur autre chose, un effet de consolidation, un effet de pullback vers les 1,30. Et désormais, on voit bien que c'est en train de s'arrondir techniquement, comme une sorte de tasse avec anse. Est-ce que l'anse est avant, est-ce que l'anse est après, peu importe. En tout cas, on est au niveau de la tasse actuellement et on va avoir cet effet d'arrondi qui, en atterrissage en douceur sur 1,30, devrait ensuite nous faire revenir vers les au moins 1,40, si ce n'est 1,45 à terme. Alors évidemment, ça ne va pas se faire que dès cet été, mais cet été, fort à parier qu'on va osciller entre allez, peut-être un 28 au plus bas et puis un 35. C'est-à-dire, en gros, les zones qui sont définies par ce range, par ce rectangle. Oui, voilà, disons qu'effectivement, sur un plan technique, j'ai pas toute la connaissance de Benoît sur tout ce qui va autour du Brexit, mais d'une manière générale, pour suivre un peu quand même l'actualité européenne et la politique européenne, je pense que ça ne fait pas trop le jeu des Européens que le Brexit se passe bien, au moins à court terme. Parce qu'aujourd'hui, avec les difficultés en Allemagne, l'Italie, etc., donc ça ne ferait pas le jeu, parce que forcément, on aurait beau, même si ça n'a rien à voir quelque part, parce que la Grande-Bretagne n'a jamais été dans l'euro. Donc aujourd'hui, dire qu'un pays comme l'Italie sortirait de l'euro, ça n'aurait pas forcément du tout les mêmes conséquences, ou la France ou d'autres, ça n'aurait pas du tout les mêmes choses à gérer que pour l'Angleterre, qui était déjà quelque part un cas à part, qui n'était pas un pied dedans, mais aussi un pied dehors. Voilà, qui n'était pas dû en même temps aussi de ce côté-là. Mais voilà, donc, mais je pense également qu'il y a peu de chances qu'on aille beaucoup plus bas que les niveaux actuels et qu'on reste effectivement dans ce rectangle qu'on en est dessiné de ce point de vue-là. Donc en fait, s'il y a un conseil à donner pour la paire GBP contre le dollar, alors là on est autour des 1,32, donc on est au milieu de range, au milieu du rectangle, peu de choses à faire. Plutôt attendre un retour sur au moins les 1,30, voire 1,28. Peut-être en mèche, donc ça risque d'être assez bref. Hein, donc il faut être vigilant, il ne faut pas forcément partir 15 jours sans jeter un œil sur les graphiques. Placer son stop absolument bien, sous cette ligne, c'est-à-dire sous les 1,28, parce qu'on a le plus bas ici, vous voyez, qui peut se reporter. Ici, donc sous les 1,28, mais de manière large, parce que là on parle quand même de trades au moins de manière swing, voire plus. Et puis travailler un retour de cette anse vers, dans un premier temps, un 35, et puis pourquoi pas avoir une seconde batterie de low pour remonter vers les 1,40, voire 1,45 si on est ambitieux. Mais je pense que ce qui est important de faire ces points un peu, on va dire, trimestriels sur les monnaies, c'est de s'apercevoir que quand même sur les monnaies, il y a des tendances assez marquées, ne serait-ce que sur quelques mois, sinon années. Là, on a une tendance haussière marquée sur un an. Tout à l'heure, je vous avais montré l'euro-dollar où il y avait 3 temps très marqués. Donc, il y a quand même des tendances bien marquées et forcément, les devises, comme on le sait, ont un impact sur les marchés actions très fort. Si vous anticipez, si Benoît quelque part anticipe son épaule tête-épaule sur l'euro-dollar, forcément, je doute qu'il anticipe une envolée du CAC à 7000. Hein. C'est un peu, voilà, il y a un impact immédiat sur les marchés actions. Et même si vous ne faites pas, si vous suivez cette vidéo en direct ou si vous la suivez en différé après sur la chaîne YouTube où on va la mettre en ligne, donc même si vous ne faites pas de Forex, au sens trading du terme, c'est quand même important et très intéressant et très utile de s'intéresser à l'évolution des devises parce que c'est quand même elles qui vont driver tout ce qui va se passer. Au-dessus des devises, bien entendu, il y a les taux d'intérêt qui, eux, ont aussi un impact sur les devises, mais les devises, elles, ont un impact sur les marchés actions, ce qui ne fonctionne pas dans le sens inverse. C'est pas parce qu'il y aurait un crack de 10% sur un indice que ça aurait un impact sur l'euro-dollar. Par contre, s'il y a une forte variation de l'euro-dollar, c'est sûr que les indices correspondants, oui. Alors, oui, vas-y. Juste d'un mot, donc pour appuyer sur les deux points dont tu parlais, effectivement,
Sur le CAC, on ne va pas détailler l'analyse, mais effectivement, comme tu le disais, difficile d'être haussier dans ces conditions. Difficile d'être haussier dans ces conditions, d'autant plus qu'on a techniquement des niveaux de retour probable sur les 5100 dans un premier temps, voire peut-être en deçà. Donc, moi, je serais plutôt short sur le CAC, en tout cas pour cet été, pour revenir sur, dans un premier temps, au moins des niveaux autour des 5100, voire au-delà. Voire en deçà, pardon. Et un deuxième point, tu parlais des banques centrales, effectivement, et on l'a mis dans notre slide d'introduction. Les banques centrales, là, pour le coup, elles ne sont pas évidemment suiveuses, elles ne sont pas en conséquence, elles sont toujours en cause des choses, mais elles ont un souci désormais, puisque avec ce qui se passe au niveau de la guerre commerciale, avec ce qui se passe au niveau donc, de cette augmentation de cette escalade au niveau de l'augmentation des droits de douane, on va très certainement avoir une progression un petit peu plus rapide de l'inflation que prévu. Déjà, l'inflation est en train de remonter petit à petit. L'inflation sous-jacente, l'inflation cœur, remonte, elle, déjà suffisamment. La BCE est confiante. Alors l'Angleterre est déjà explose les 2% depuis longtemps, on est sur du plus de 3%. Si on prend l'inflation globale avec le pétrole qui remonte, tout ça va encore dans ce sens d'un renfort de l'inflation. Et si on rajoute les droits de douane, ça renforce encore cette inflation qui elle-même se renforce au niveau cœur. Dit autrement, les banques centrales qui souvent ont le mandat d'avoir une inflation autour de 2%, pour la BCE en tout cas un petit peu en dessous de 2%, eh bien cet objectif risque d'être atteint peut-être plus tôt que prévu, et pourtant elle a un souci parce que dans le même temps, cette augmentation des droits de douane peut peser sur la croissance du PIB. Donc, comment faire? On a un dilemme là qui est, dois-je remonter mes taux d'intérêt plus rapidement que prévu pour contrer cette inflation dont c'est mon mandat à l'origine, ou dois-je, au risque évidemment d'abonder dans le sens d'une contraction d'un PIB qui déjà est en danger, ou alors dois-je plutôt laisser courir? Alors c'est ce que la BCE avait dit précédemment, elle va laisser courir jusqu'à l'été 2019 dans un premier temps, mais elle ne le laissera pas plus que nécessaire. Donc nous verrons bien si l'inflation revient plus tôt que prévu, eh bien il se peut que ce que la BCE avait dit précédemment peut être remise en cause cet hiver. Et tout ça sur fond de changement un peu des équipes au sein de la BCE, voire du patron de la BCE l'année prochaine. Exactement. En plus, on a cette équipe de BCE qui peu à peu est renouvelée jusqu'au point d'orgue, Mario Draghi, qui sera remplacé donc, au milieu de l'année prochaine. La Fed est fait, le remplacement a été fait, et Jérôme Powell est en train d'assurer la continuité. Lui-même a rehaussé les taux récemment. Le prochain rendez-vous, puisque le rythme est à peu près tous les trimestres, se fera certainement à la rentrée. Si ce n'est pas septembre, ça risque d'être octobre. Il se réserve désormais le droit de le faire chaque mois, contrairement à ce qui se faisait par us et coutume par ses prédécesseurs. Là, désormais, il se réserve la possibilité d'avoir une action assez réactive en fait sur les taux. Donc, nous verrons bien ce que les banques centrales décident, mais peu à peu, on sent bien qu'elles vont être confrontées à ce dilemme, rehausser les taux pour contrer l'inflation ou maintenir les taux bas, ou ne moins les rehausser rapidement, en tout cas pour ne pas aller à l'encontre de la croissance. Alors on arrive sur une troisième paire majeure, donc le dollar qui cette fois-ci sert de devise de base et non de devise de contrepartie, et donc de dollar JPY avec une lecture, je dirais, quelque part peut-être beaucoup plus facile que sur d'autres, ou du moins on est là à l'instant présent. À l'instant où on parle, on est plutôt sur un niveau ultra important, un niveau clé très important, puisque vous le devinez, on est en confluence là ici à 110,7. On est en confluence avec cette grande trendline baissière qui matérialise même la borne haute, qu'on pourrait dire, d'un espèce de canal, bien que ce canal n'ait pas été suivi parfaitement. Mais tout ce qui est certain, c'est que cette trendline est
particulièrement pertinente. Et pour le coup, avec toujours les mêmes règles d'analyse technique, au plus un niveau est travaillé, au plus il est fragilisé, je dirais la probabilité d'accélérer à la hausse est aujourd'hui beaucoup plus importante qu'elle ne l'était il y a quelques mois en arrière. En plus, qu'est-ce que l'on voit à ce niveau-là? On voit que dans un premier temps, on a eu, je vais volontairement redessiner ici pour bien matérialiser, on a eu un range à ce niveau-là, on a eu un range qui s'est matérialisé à ce niveau-là. Quand il y a eu cassure de ce range, d'accord, la première logique, quand il y a cassure d'un range aussi évident que celui-ci, c'est qu'il y ait un phénomène un peu autoréalisateur et d'accélération où on voudrait qu'on ait ce qu'on appelle un report de range, dit autrement, une sorte de coup de balançoire pour aller rechercher, grosso modo, le bas de la projection. Ce qui ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait. Donc, première information, les puissances baissières n'étaient pas suffisantes pour réaliser cela. Tout au contraire, on a rebondi, mais on ne s'est pas contenté de rebondir parce que là encore, quand on rebondit, en toute logique, on aurait dû au moins marquer un temps d'arrêt ici, c'est-à-dire qu'on rebondit, on revient sur un niveau qui avait servi de support. La première question qu'on se pose, est-ce que je fais une inversion de polarité? Est-ce que ce niveau qui a servi de support va devenir résistance? On va au moins hésiter. Pour le coup, on n'a pas hésité, on a franchi ce niveau et depuis, on est au-dessus. Voire, pour être un peu plus puriste, on a presque une inversion de polarité qui s'est fait ici. Donc, on est au-dessus. Donc, cette faiblesse des vendeurs, cette force des acheteurs qui repassent au-dessus du niveau, le fait qu'on soit ici, une très forte probabilité pour ma part qu'on accélère à minima sur les 114, avec la signification importante qu'on quitterait une dynamique baissière de plusieurs années. Je ne sais pas ce que tu penses, toi, Benoît. Oui, c'est vrai que sur cette paire USD-JPY, on est désormais un petit peu au moment de vérité, à la croisée des chemins, parce qu'on est sur voilà, ce niveau de 110, chiffre rond, chiffre qui correspond à cette oblique résistance. On a les deux scénarios possibles, et c'est vrai que logiquement, d'après le contexte macro dont on a parlé précédemment, on devrait plutôt avoir une cassure, et d'après cette dynamique technique qui fait que au plus une résistance ou un support, hein, c'est identique, est touché, au plus il est affaibli, eh bien pourrait laisser les cours s'envoler vers des plus hauts, au moins dans un premier temps, comme tu le disais, vers les 114. C'est pour ça que là, sans rentrer tout de suite sur le marché, on pourrait plutôt avoir une stratégie plus pertinente du type achat stop, un achat placé au-delà des 112, peut-être 112,10, 112,15, pour laisser un peu de marge à une petite mèche rebelle, et puis un objectif au moins vers 114, alors peut-être 113,90, et pourquoi pas une seconde batterie de l'eau, pourquoi pas sur les 115, en tout cas 114,90. Dit autrement, on est sur, si jamais ça casse, on va là pour le coup accélérer vers les plus hauts et on prend nos profits de manière assez rapide, assez facile pendant l'été. Si jamais c'est plutôt un retour vers le bas, à ce moment-là, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut travailler la vente dès maintenant, quelque part, et puis on place notre stop au-dessus de 112. Donc c'est un peu l'inverse de précédemment, donc 112,10, 112,15, typiquement. Alors on peut même faire les deux, hein. On peut même faire les deux, sachant que on a des ratios gains sur risque qui font que de toute façon, ce que l'on va perdre est moindre par rapport à ce que l'on va gagner. Parce que si on gagne avec le short, on va de 110 au moins revenir vers du 108 à un moment donné, voire plus bas, idéalement. Alors là, il faut vraiment avoir deux paquets de lots, un premier paquet pour du 108 et un deuxième paquet pour descendre vers, allez, en étant très ambitieux, 102, 100. Il y a des niveaux intermédiaires, évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire. En cadrant dynamiquement la position, on peut aller très loin. On peut gagner de 110 à 102, 100. Donc on a un très bon ratio gain sur risque parce que de 110, à contrario, 112 est très proche. Voilà, on perd 2, on gagne quasiment 8 voire 10. Donc on a un très bon ratio gain sur risque de 4 voire de 5 contre 1. Et de l'autre côté, un petit achat stop voilà, qui traîne 112,15, 112,10 pour aller viser du 114 voire du 115 si jamais on casse
les plus hauts. Donc, c'est le type de configuration à travailler dans ce sens. Là, pour le coup, c'est plus du trading pur que de l'analyse véritablement de fond, sachant que voilà, le yen, ça reste une devise de refuge, mais le problème, c'est que le dollar l'est aussi. Désormais, on a eu la réforme fiscale qui a fait rapatrier une partie des dollars, qui a renforcé le dollar ces derniers temps, enfin, sur un temps long, et on a cette poursuite avec cette escalade tarifaire, cette escalade des droits de douane. Donc on est sur deux devises de refuge, sachant que bon, le yen reste la devise de refuge ultime dans tous les cas. Merci Benoît pour toutes ces explications. Donc, vous disposez, comme vous le savez, d'une fenêtre où vous pouvez poser des questions. Donc, il y a eu quelques petites remarques en début de webinaire, il n'y en a plus depuis. Bon, vous nous avez peut-être écouté un petit peu religieusement. Là, ce que je vous propose maintenant sur les minutes qui nous restent, c'est grosso modo de taper vos petites questions. Vous pouvez bien sûr saisir vos questions dans un petit bloc-notes, faire un copier-coller et nous les mettre dans la fenêtre de chat. Donc, que l'on puisse répondre à vos questions éventuelles, donc soit sur tout ce qui a été dit, soit d'une manière plus générale et en attendant d'une certaine manière vos questions. Je vais juste remettre 2 diapositives à l'écran. Je dis bien en attendant. Donc, alors, vision USD index. Alors, par rapport au dollar index, au panier de devises, on est sur un dollar qui évidemment se renforce dans l'absolu par rapport à tout ce que l'on a dit de manière macro. Donc le dollar se renforce, les autres devises, à contrario, s'affaiblissent. L'euro s'affaiblit encore plus. Évidemment, on en a parlé par rapport à ce qui se passe en Europe. Mais de manière générale, c'est toutes les autres devises qui sont des devises non dollars qui en pâtissent. Donc on est plutôt sur un effet d'augmentation du dollar par rapport à toutes les devises, ce qui d'ailleurs pose des problèmes pour les émergents. Tout à fait. Alors, je dis bien, je vous laisse, là, on a répondu à une des questions qui nous a été posée, tout en attendant les prochaines. Donc, je reviens sur les 2 dernières petites diapositives. Alors, une diapositive, comme vous le savez, ce webinaire est organisé au travers de la plateforme Self-Invest, enfin pour le broker Self-Invest que je représente ici en France. Donc Benoît étant l'une des personnes qui effectivement intervient notamment sur le site Univers Bourse, sur lequel vous pouvez retrouver tous les mardis ces analyses. Donc maintenant, il y aura très probablement avec le suivi de cette guerre commerciale et tout ce qu'il y a avec, donc des analyses qui sont bien sûr techniques, mais aussi avec de précieuses informations macroéconomiques. Un petit mot sur Self-Invest. Self-Invest fête dans un mois, donc pour dire août 2018, c'est 20 ans. Donc Self-Invest a été créé en 1998, il y a maintenant 20 ans, et depuis 20 ans a acquis de plus en plus d'expérience d'une part, mais également récompensé de plus en plus régulièrement par toutes sortes d'enquêtes de satisfaction. Alors peut-être avez-vous été sollicité récemment pour participer à l'une de ces enquêtes de satisfaction. La dernière ayant eu lieu, nous ayons effectivement nous ayons classé dans 10 catégories sur 16, donc nous avons classé numéro 1 dans 10 sur 16, donc c'est pour dire que donc dans toutes ces catégories, il y a bien sûr le service client, la qualité d'exécution, les plateformes de trading, etc. Alors, je dis bien, il y a une plateforme de trading qui est jugée excellente, ça ne veut pas dire qu'elle est facile à utiliser. Je vous le dis tout de suite, parce qu'on va me dire, vous avez une plateforme compliquée, je passe mon temps effectivement à faire des formations aussi bien au bureau ici que par coaching en ligne sur cette plateforme. Mais une fois qu'on a effectivement été mis un peu le pied à l'étrier, qu'on en comprend toute la logique, on peut aller très 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 loin avec cette plateforme. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ce webinaire converti en vidéo sur YouTube, mais également énormément de vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette dernière. Et bien entendu, je suis à votre disposition pour vous apporter toutes les précisions nécessaires si vous voulez devenir client, tout en sachant que chez Self-Invest, vous avez la possibilité de devenir client au travers de 3 types de comptes, de 3 types d'actifs différents.
Donc, on va dire des produits de gré à gré CFD et Forex, qui aujourd'hui sont bien connus du grand public, mais sont relativement récents, notamment pour le CFD. Le CFD n'est arrivé en France qu'en 2007-2008, donc ça fait tout juste 10 ans. C'est assez récent par rapport à d'autres sous-jacents. Et aujourd'hui, ça va se retrouver très, très réglementé dès le 1er août 2018. Et ça, pour tous les brokers européens, avec notamment deux mesures très importantes. Une première mesure qui est une réduction drastique de l'effet de levier, qui par exemple sur des CFD où on pouvait encore avoir des effets de levier de 3, 4, 500 chez certains brokers, nous, ils étaient déjà ramenés à 50 sur les CFD indices, on sera ramené à 20 à partir du 1er août. Donc, ce qui veut même dire par là que des futurs qui ne sont pas touchés par la réforme, enfin, c'est une réforme par la réglementation européenne qui est de ESMA, donc des futurs continueront à avoir des effets de levier de 40, par exemple. Donc, ça veut dire que ça fait carrément une inversion de l'intérêt entre CFD et futurs. Et la deuxième mesure, c'est l'impossibilité, toujours dans le but de sécuriser un petit peu les particuliers, mais l'impossibilité d'avoir une position qui soit perdante de plus de 50% de la marge du compte. Donc, c'est avec une liquidation automatique cette fois-ci de la position qui sera obligatoire chez tous les brokers. Donc, ces mesures vont entrer en vigueur dans quelques jours, on peut dire maintenant, puisqu'on vient d'entrer dans le mois de juillet. Donc, dans moins d'un mois, c'est le cas. Donc, vous serez forcément chez Self-Invest, mais aussi chez les autres brokers. Si vous n'êtes pas chez Self-Invest aujourd'hui, vous serez bien sûr informé de toutes ces dispositions. Chez Self-Invest, on peut travailler du CD Forex, on peut travailler des futurs ou on peut travailler des actions. Donc, je suis là à votre disposition pour vous apporter toutes les précisions à ce niveau-là. Tout en répondant maintenant à vos questions, je passe à la dernière diapositive qui a été faite pour ce webinaire pour situer nos nouveaux bureaux à Paris. Je dis nouveaux parce que pendant une douzaine d'années, les bureaux étaient dans le 8e rue de Berry. Désormais, ils sont rue Taitbout et on est dans le 9e arrondissement, juste à côté des Galeries Lafayette et juste à côté du boulevard Haussmann. Alors, ne vous faites pas piéger comme certains ont pu se le faire, malheureusement, dans le sens où la rue Taitbout, elle est à sens unique, comme beaucoup de rues dans Paris, remarquez, mais elle commence boulevard des Italiens pour traverser le boulevard Haussmann et ensuite partir plein nord. Et nous, nous nous situons sur la portion entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann. Excusez-moi. Donc, non, ne prenez pas la rue dans le mauvais sens pour chercher le numéro 13 et ne pas le trouver, sachant que, en plus, pour compliquer un petit peu la donne, elle traverse le boulevard Haussmann, mais on n'a pas juste en face la prolongation de la rue. Si vous regardez le plan que j'ai mis, la prolongation de la rue Taitbout se fait dans la prolongation de la rue Elder, qui est sur la gauche de celle-ci. Donc, il y a une petite astuce là-dessus à repérer. Si vous venez en métro, c'est très simple. On a même une bouche de métro que j'ai oublié de mentionner sur ce plan qui est carrément à l'extrémité de la rue Taitbout, qui est le métro numéro 9. Et vous avez les 7, 3 et 8 également pour nous rejoindre. Vous pouvez me contacter sur ce numéro de portable professionnel si vous le souhaitez, ou me mettre un SMS si je ne suis pas disponible. Mon email, j'interviens comme Benoît régulièrement sur le site Univers Bourse. Donc maintenant, je vois qu'il y a une question. Y aura-t-il un webinaire pour expliquer le changement de marge Alors, il n'y aura pas forcément un webinaire spécifiquement pour expliquer le changement de marge, parce que là, pour le coup, c'est fait en 2 minutes, voire 1 minute. C'est plutôt un webinaire, je pense, qui sera fait effectivement pour expliquer tous les changements que cela impacte, parce que ce n'est pas juste le changement de marge, et c'est peut-être plus un webinaire que je verrai sous un angle money management et autres, parce que je m'aperçois qu'en fin de compte, ce qui a aussi motivé le législateur à légiférer de la sorte, c'est parce qu'il a enregistré des centaines et des centaines, peut-être même bien plus, de plaintes de particuliers qui s'étaient fait, de par leur dire, certainement spoliés ou autres, ou qui s'étaient fait avoir sur ces produits. Mais pour moi, pour me mettre un peu penché sur la question, il y a plusieurs raisons à cela. Une première raison, c'est les ouvertures de compte à 200-300 euros qui poussent au crime, je dirais, pour ne pas avoir peur des mots, qui poussent au crime, qui incitent les gens à très vite prendre beaucoup de levier. Et parallèlement à cela, les gens qui restent trop longtemps sur des versions démo sur Internet sans prendre conscience de ce qu'il y a réellement sur leur fameux compte démo. Moi, j'ai vu des gens qui avaient pris l'habitude
de faire des comptes démo à 600, 700 000 pour un euro-dollar. Donc à 6-7 lots standards. Et quand je leur ai dit, oui, mais sur un euro-dollar, on a quand même un effet de levier limité à 50 et vous avez quand même telle marge qui sera nécessaire et il vous faudra au moins 1400 euros sur votre compte pour faire ça, les gens tombaient des nues, ne faisaient pas le lien entre les tailles de position qu'ils manipulaient en virtuel sur Internet et un contre réel. Donc, quelque part, je dirais, effectivement, il y a cette législation qui en va forcément communiquer dessus, mais si c'est moi qui suis en charge du webinaire, j'aurais beaucoup plus tendance à insister sur cette nécessité, effectivement, de, de bien maîtriser son money management quelque part, parce que c'est surtout de cela qu'il est question et c'est surtout ça qui a dû causer bon nombre de pertes. Parce que très honnêtement, chez Self-Invest, il y a très longtemps qu'on demande 2005 pour ouverture de compte futur, de compte CFD, pardon. Et quand on met 2005, c'est très très rare. J'ai jamais vu beaucoup de clients dire OK, j'ai mis 2005 sur mon compte, je fais tapis, je mets tout. Je mets tout à l'effet de levier maximum. C'est quand même spécialement rare. Mais quelqu'un qui ouvre un compte à 100, 200 euros et qui me dit je mets tout, il y en a quand même beaucoup plus. Aussi pour cette politique-là que l'on ne souhaitait pas chez Self-Invest, avoir ce type de client-là qui était plus dans le domaine de la Française des Jeux que dans le domaine du trading. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Denis. Benoît, pardon. On n'a pas d'autres questions en attendant qu'il y ait d'autres questions. Sinon, il n'y a pas d'autres questions. Bah, du coup, je remercie tout le monde de nous avoir donc suivis sur ce point pour l'été. Et juste peut-être en synthèse, voilà, rappeler que pour cet été, donc un travail sur euro-dollar d'une seconde épaule éventuelle à venir, avec un stop sous les 1,15 évidemment, le travail de la figure TAS avec ANS, enfin surtout de la TAS sur GBP, avec pour le yen, eh bien, une possibilité en tout cas de hedge, donc de jouer sur les deux tableaux avec des ratios gain sur risque assez sympathiques. Et pour finir, un short CAC pour un retour sur les 5100. Voilà un petit peu en synthèse la vision pour cet été. Oui, mais je pense que pour effectivement avoir pêché peut-être un tout petit peu par excès de confiance au printemps, je pense qu'avec tout ce que l'on a maintenant mis en lumière et tous les points qu'on a décortiqués dans ce webinaire, être très attentif aux prochaines semaines. Donc, ce qui est important, effectivement, c'est d'identifier sur ces paires majeures les niveaux clés, mais d'un autre côté, de savoir ce qui peut produire une accélération d'un côté ou de l'autre de ces niveaux et en tenir compte cette fois-ci, puisqu'on le voit lorsque l'on est sur une tendance, elle a tendance quand même, pour le coup, à durer un certain temps. Donc, on a eu un range, là on est de nouveau sur l'euro-dollar, on a eu ce range entre 2015 et 2017, 2 ans de range entre 1,05 et 1,15. On est sorti de ce range sur une manière assez directionnelle. On s'est heurté à on va dire, cette grosse poutre là, cette grosse tendance, cette grosse trendline baissière. On revient sur ces 1,15. Donc, ce n'est pas une surprise qu'il y ait un temps, parce que là, on est sur un graphique hebdomadaire à nouveau, donc qu'il y ait un temps d'attente. Hein. Il y a plusieurs semaines sur lesquelles on hésite au-dessus de 1,15. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, on est au-dessus pour l'instant de 1,15. Ce qui milite, je suis un peu comme Benoît, j'attends un nouveau test de la zone qui a été brutalement cassée avec les annonces de guerre commerciale. Donc, pour peu que la politique de Trump, qui est toujours un peu la même, c'est-à-dire, je prenais l'exemple de la Corée du Nord tout à l'heure, mais c'est de faire très peur, quitte à dire qu'on a eu les pires missiles, tout ça, pour après faire un pot. Sur l'aspect commercial, c'est un businessman, il fait la même chose, il fait très peur jusqu'au moment, maintenant l'Europe rétorque à coût de 300 milliards, peut-être que jusqu'à présent, il avait, lui, dans ses tablettes, tu peux taper sur l'Europe, eux, ils sont juste capables de prendre des mesurettes et ils ne font pas bien mal. Si effectivement l'Europe se ressaisit sur ce coup-là et parle quelque part d'une seule voix et est suffisamment, entre guillemets, dissuasive avec Trump, très probablement qu'il va revenir en arrière en disant mais non, vous m'avez pas bien compris, je voulais pas faire ça, vous êtes des gentils, on est alliés depuis toujours, on va pas, voilà. Mais comme il veut bouger les choses, la politique américaine, c'est
je dirais avec Trump, c'est presque plus facile à décortiquer qu'avec d'autres présidents, parce qu'au moins, les choses sont, certes, il force le trait, mais comme tu l'as dit, Benoît, il sait où il veut aller, il sait véritablement ce qu'il veut. Bien sûr, la principale chose qu'il veut, c'est être réélu, ou du moins que les élections de mi-mandat déjà lui soient très favorables. Mais il sait précisément ce qu'il veut, et donc il est dans des négociations. Il n'est pas, on l'a bien vu, s'il voulait vraiment faire la guerre, il n'aurait pas été prendre l'apéro avec le leader de la Corée du Nord, hein, c'est certain. Donc voilà, donc peut-être que les choses peuvent évoluer en notre faveur. Et petite note positive pour terminer, c'était qu'effectivement, l'Europe est maintenant poussée dans ses retranchements, et il peut nous en sortir des bonnes choses. Après tout, c'est toujours dans ces moments délicats où on a su faire quelque chose. Pourquoi pas? Et on a des élections européennes l'année prochaine, un autre deadline pour se motiver et faire quelque chose, parce que honnêtement, au stade actuel, s'ils ne sortent pas quelque chose de leur chapeau, c'est sûr que la tendance est plutôt très eurosceptique. Voilà, ben merci à tout le monde. On arrête maintenant l'enregistrement de ce webinaire. Alors, pour le coup,